Bonjour à toutes et à tous. Avec ce sixième épisode, le docteur Philippe Lemal se penche sur l'exploration des veines ovariennes qui sont très souvent impliquées dans l'alimentation des varices pelviennes. Le statut hémodynamique de la veine ovarienne gauche sera différent selon qu'il s'agit d'une pathologie de reflux ou d'obstruction. Hello everyone. With this sixth episode, Dr. Philippe Lemal focuses on the exploration of ovarian veins, which are very often involved in the feeding of pelvic varicose veins. The hemodynamic status on the left ovarian vein will be different depending on whether it is a reflux or obstruction pathology. À tout à l'heure, après 35 minutes de formation, pour la partie questions-réponses avec nos experts. See you later, after 30 minutes of training for the Q&A part with our experts. Bienvenue à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, il s'agit du troisième épisode de la deuxième saison de cette formation sur la varicose pelvienne, soit le sixième épisode sur les 10 prévus. Et dans cet épisode, nous allons voir comment explorer les veines ovariques et comment rechercher une éventuelle compression veineuse, qu'elle soit iliaque ou rénale. Nous en sommes à la deuxième étape de notre algorithme décisionnel, à savoir la réalisation d'une exploration ultrasonore des veines pelviennes justifiée par une probabilité clinique suffisante de varicose pelvienne. Je n'insiste pas sur les objectifs de cette exploration que nous avons déjà maintes fois abordés lors de cette formation par épisode. Et pour atteindre ces objectifs, je vous avais décrit la méthodologie que je suis scrupuleusement et systématiquement avec ces 5 étapes. Nous avons vu la première étape lors de l'épisode précédent et nous allons voir aujourd'hui les 2 et 3e étapes. Et nous allons commencer par la définition du statut hémodynamique des veines ovariques. Alors pourquoi ce statut hémodynamique est-il si important à définir et pourquoi commencer par les veines ovariques? Tout simplement parce que la première cause de varices pelvienne est le reflux de la veine ovarique gauche. Et la question suivante est donc de savoir pourquoi le reflux de la veine ovarique gauche est-il si fréquent. Et nous allons voir que cela s'explique par des caractéristiques anatomiques et hémodynamiques de la région. La principale raison est secondaire au gradient de pression veineuse. Si on mesure 0 mm de mercure au niveau de la veine rénale gauche, le gradient normal entre la veine rénale gauche et la veine cave est de 0 à 1 mm de mercure, alors que le gradient de pression entre la veine rénale gauche et le pelvis est d'environ moins 8 mm de mercure. Beaucoup plus facile donc pour le rein de se drainer vers le pelvis que vers la veine cave inférieure. Cet état de fait est encore aggravé par le fait que la veine rénale gauche, pour rejoindre la veine cave inférieure, passe dans la majorité des cas dans la pince artérielle aorto-mésentérique. Et même lorsqu'il n'existe pas de compression pathologique, il est très fréquent que le diamètre de la veine rénale gauche soit réduit au niveau de cette pince, en tout cas en décubitus, qui de facto n'améliore pas le gradient de pression veineuse. Mais nous préciserons cela dans la deuxième partie de ce topo. Et le dernier point concerne la compliance de la veine ovarique gauche. La compliance pour les amoureux de la physique s'exprime par la variation de volume en fonction de la variation de pression. Autrement dit, plus la compliance est grande et plus la veine se laisse distante pour une faible pression. Et c'est le cas de la veine ovarique gauche. Donc, toutes les conditions sont réunies: gradient de pression favorable, pince anatomique et veine ovarique gauche facilement distensible, pour que le rein gauche se draine vers le pelvis via la veine ovarique gauche.
Et maintenant, passons à l'exploration ultrasonore proprement dite. S'il existe un seul repère anatomique à connaître, c'est le muscle psoas. Nous pouvons voir sur cette planche anatomique de Netter que la veine ovarique gauche circule au contact du muscle psoas, ici, à la face antérieure dans sa partie proximale, et vers la distalité, elle glisse progressivement vers la face antéromédiale du muscle. Allô? Échographiquement, cela se traduit ainsi. Première chose à repérer, donc, c'est le muscle psoas, ce qui n'est pas très difficile. Le voilà, c'est lui. Et donc, on a une coupe transversale avec une sonde macroconvexe habituelle. Les images présentées sur la gauche ont plus de 15 ans et je les ai gardées un peu par fainéantise, je vous l'accorde, mais aussi pour vous montrer qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un appareil haut de gamme de dernière génération pour explorer les varices pelviennes. Et donc on va repérer ici les vaisseaux iliaques, le muscle psoas, et lorsqu'on examine la partie proximale, donc sur cette coupe qui vient d'apparaître, cette coupe qui est ici, on va retrouver la veine ovarique gauche à la face antérieure du muscle psoas. Et si on descend la sonde et qu'on obtient cette coupe ici, on va voir progressivement la veine ovarique gauche qui était située à la face antérieure du muscle psoas, qui va glisser vers la face antéromédiale du muscle. Anatomiquement, la veine ovarique gauche va de haut en bas et de dehors en dedans. Les vaisseaux iliaques, c'est l'inverse. Ils vont de haut en bas et de dedans en dehors. Et vaisseaux iliaques et veines ovariques vont donc forcément se croiser. Et si on prend une coupe qui apparaît ici, coupe qui est située dans l'axe des vaisseaux iliaques, il est possible d'enregistrer sur une coupe longitudinale tous les vaisseaux, à savoir ici la veine iliaque commune, puis la veine iliaque externe, on devine la veine iliaque interne, l'artère iliaque externe et la veine ovarique gauche qui se situe en avant de ces vaisseaux. Les diapos précédentes montraient le tronc de la veine ovarique gauche au niveau du psoas. Mais quand les conditions d'examen sont bonnes, il est possible d'examiner la veine ovarique gauche à son origine, comme sur les diapos de gauche, ici, avec donc la veine ovarique gauche à son origine, à sa gauche l'utérus et à sa droite la région paramétriale. Ici c'est un petit peu la même disposition avec l'utérus, le début de la veine ovarique gauche. Il est également possible de visualiser la veine ovarique gauche à sa terminaison, à savoir lors de son abouchement, ici la veine ovarique gauche, dans la veine rénale gauche. Nous parlons beaucoup de la veine ovarique gauche car c'est la cause la plus fréquente, mais il faut bien sûr explorer aussi la veine ovarique droite. On entend parfois dire que la veine ovarique droite est plus difficile à examiner. Alors c'est vrai pour sa terminaison qui réalise un angle aigu à la face antérieure de la veine cave inférieure qu'on peut voir ici. Mais ce n'est pas vrai pour le tronc. Le repère anatomique est exactement le même, à savoir le muscle psoas, et le cheminement est identique. C'est-à-dire à la face antérieure de ce muscle dans la partie proximale et face antéromédiale dans sa partie distale. Et quand la veine ovarique droite est refluente, on enregistre un reflux tronculaire comme à gauche, et ce n'est pas plus difficile.
Toutes ces diapos appartiennent à la même patiente. Sur la diapo de gauche, on peut donc voir le muscle psoas ici, et là on repère la veine ovarique droite à la face juste antéromédiale de ce muscle. Accessoirement, on voit ici la veine iliaque. La diapo suivante, c'est la même chose, mais à gauche. Donc le muscle psoas ici, la veine ovarique gauche qu'on retrouve à la face antéromédiale, l'artère iliaque, la veine iliaque. Diapo suivante, à partir de la région paramétriale, on repère le tronc de la veine ovarique gauche, c'est le début de la veine. Et dernière diapo, changement de coupe, toujours mais là on a donc une coupe longitudinale, toujours on repère le muscle psoas et on voit la veine ovarique gauche qui chemine au contact de ce muscle. Nous avons déjà vu lors des épisodes précédents qu'une veine ovarique pouvait être dilatée sans reflux, donc non pathologique, et au contraire, dans ce cas, il s'agit souvent d'une veine de drainage efficace. Le corollaire est qu'il faut impérativement enregistrer le reflux au niveau de la veine ovarique pour dire qu'elle est pathologique. Sur la diapo de gauche, nous retrouvons nos repères, à savoir le muscle psoas, et on repère ici la veine ovarique gauche donc. Ici c'est une coupe longitudinale avec, on voit la veine ovarique gauche en coupe longitudinale, donc avec ici le haut du corps, ici le bas du corps. Le sang fuit la sonde, il s'agit bien d'un reflux qui va de haut en bas. Et on peut aussi quantifier ce reflux en mode pulsé et surtout voir son profil hémodynamique et en particulier la modulation respiratoire qui est un critère majeur, nous le verrons plus tard. Ici, c'est un reflux qui est spontané, permanent, mais très bien modulé par la respiration. Sur ces deux boucles vidéo qui datent de 2011, avec un petit peu moins d'aliasing, on retrouve donc de haut en bas la veine ovarique gauche, l'artère iliaque et la veine iliaque commune. Le drainage de la veine iliaque est normal alors qu'il y a un reflux au niveau de la veine ovarique gauche puisqu'elle circule dans le même sens que l'artère. Ce reflux est visualisé au niveau du Doppler pulsé qui nous montre que c'est un reflux permanent, spontané donc, mais très bien modulé par la respiration. Une dernière illustration un petit peu plus récente puisqu'elle date de mai 2025 et l'imagerie est quand même un petit peu plus belle. Donc sur la diapo de gauche, nous retrouvons nos repères, à savoir le corps utérin, la vessie, la région ovarienne et paramétriale et cette veine tubulaire est donc le début de la veine ovarique gauche et elle est bien dilatée puisqu'elle mesure 9 mm. Et sur la diapo de droite, on retrouve la coupe longitudinale qui superpose les trois vaisseaux, à savoir la veine iliaque commune gauche, la veine iliaque commune ou externe, ça dépend du niveau de coupe, l'artère iliaque et la veine ovarique qui est ici, qui n'est pas complètement développée, mais c'est bien elle, et qui va dans le même sens que l'artère et qui signe donc son reflux alors que le drainage de la veine iliaque est normal. Et la visualisation de ce reflux en vidéo, reflux qui est spontané, permanent, mais qui reste très bien modulé par la respiration. Et dernier exemple de reflux de la veine ovarique gauche spontané, permanent, mais qui reste modulé par la respiration. Cette modulation respiratoire se devine déjà en mode couleur
mais surtout bien illustré en mode pulsé. Alors maintenant que nous savons examiner une veine ovarique gauche, quel statut hémodynamique peut-on trouver? Premier cas, la veine ovarique examinée ne présente pas de reflux. Elle est continente donc, et même si elle est dilatée, on la respecte. Pas de reflux spontané, mais lors des manœuvres d'hyperpression abdominale, on provoque un reflux. Soit on appuie doucement, progressivement au niveau de l'épigastre et le reflux apparaît lors de la pression, soit on appuie dans la région suspubienne et le reflux apparaît plutôt lors de la décompression. Et le dernier stade où le reflux est spontané. Et lorsqu'il s'agit de la veine ovarique gauche, dans ce cas, le critère important est la conservation ou non de la modulation respiratoire. Dans le cas d'un reflux permanent mais bien modulé par la respiration, il s'agit a priori d'un simple hémodétournement du reflux rénal gauche vers la veine ovarique gauche pour les raisons que nous avons vues précédemment, à savoir les gradients de pression et la compliance de la veine ovarique gauche. Mais si le reflux est permanent et peu ou pas modulé par la respiration, il faut toujours évoquer un flux de suppléance. Pour illustrer ces deux types de reflux, sur les deux diapos du haut, un reflux spontané mais conservation d'une bonne modulation respiratoire, visible aussi bien en mode couleur qu'en mode pulsé. Et à l'inverse, sur les diapos du bas, ce reflux est toujours spontané, permanent, mais sans modulation respiratoire. Et là, méfiance, il peut s'agir d'un flux de suppléance. Or, un flux de suppléance traduit toujours un syndrome obstructif. Et si on traduit cela en termes de classification SVP, en haut, on va avoir donc une pathologie de reflux, alors qu'en bas, nous aurons une pathologie obstructive. Et cela nous amène à faire un petit rappel sur l'obstruction vasculaire, qu'elle soit artérielle ou veineuse. Cette obstruction, donc qu'elle soit artérielle ou veineuse, peut se traduire par des signes directs et ou indirects, qui pourront être anatomiques ou hémodynamiques. Les critères directs anatomiques sont qu'il s'agisse d'une artère ou d'une veine, la réduction voire l'occlusion de la lumière vasculaire avec comme conséquence une accélération des flux en cas de sténose et d'une absence de flux en cas d'occlusion. Les signes indirects anatomiques sont variables selon le territoire considéré, mais les plus importants à mon sens sont les critères indirects hémodynamiques qui seront une hypoperfusion d'aval en cas d'obstruction artérielle et un défaut de drainage veineux d'amont en cas d'obstruction veineuse. Et ces signes indirects sont les plus importants car s'ils sont absents, cela veut dire que l'obstruction est bien compensée, autrement dit que la suppléance est efficace et dans ce cas, sauf situation particulière, il ne faut pas lever l'obstruction. Il ne serait par exemple pas très utile d'aller désobstruer une artère fémorale si le ou la patiente a un périmètre de marche de plusieurs kilomètres. Il en est de même pour les veines et nous allons le voir. Commençons par la compression veineuse iliaque. Les critères directs se situent par définition au niveau de la compression, soit le plus souvent la terminaison de la veine iliaque commune gauche, même s'il existe d'autres sites de compression des veines iliaques. Ce sont toujours les mêmes, ces critères directs, à savoir la réduction de diamètre et ses conséquences vélocimétriques, accélération ou absence de flux. Plus intéressants sont les signes indirects qui sont à rechercher lorsqu'il s'agit de veines en amont de la compression. Sur le plan anatomique, on peut alors retrouver une asymétrie de calibre au niveau des axes iliaques, augmentée du côté de la compression. Et sur le plan vélocimétrique, la gêne à l'écoulement veineux va se traduire en fonction du gradient de pression généré par la compression
par une inversion du flux dans la veine iliaque interne qui devient donc une voie de suppléance. Et en fonction de la qualité de cette suppléance, on peut aussi enregistrer un retentissement au niveau des veines fémorales communes avec un ralentissement des vitesses circulatoires et une diminution de la modulation respiratoire. Mais devant une compression, il faut garder en tête quelques notions primordiales. Ces compressions anatomiques sont le plus souvent, très souvent même, positionnelles. Et il faut, en cas de compression en décubitus, mobiliser la patiente, mettre en décubitus latéral gauche, position assise, voire position debout. Une compression sans critère indirect hémodynamique est a priori très bien compensée par la suppléance et ne demande pas de traitement. À l'inverse, une compression avec des critères indirects hémodynamiques significatifs à l'échodoppler est a priori mal suppléée et justifie une confirmation par une imagerie de coupe. La deuxième compression la plus fréquemment rencontrée dans l'exploration des varices pelviennes, c'est la compression de la veine rénale gauche, ancien nutcracker syndrome. Et cela nous ramène donc à la première partie de ce topo avec le type de reflux au niveau de la veine ovarique gauche. Les critères directs sont toujours les mêmes. Dans ce cas, la compression intéressera la veine rénale gauche au niveau de l'espace aorto-mésentérique et se traduira par une réduction de diamètre et des variations de vitesse locale. Et certains auteurs ont proposé une quantification de cette accélération par le rapport des vitesses au niveau et en amont de la pince aorto-mésentérique. Les critères indirects seront à rechercher en amont de la compression. Le critère anatomique indirect sera l'augmentation de calibre de la veine rénale gauche et là encore, le même auteur a proposé une quantification par le rapport des diamètres de la veine rénale gauche au niveau de la pince et en amont de la pince. Et les critères indirects hémodynamiques sont les suivants. La modification du flux rénal gauche qui sera diminuée et avec une diminution également de la modulation respiratoire. La visibilité des voies de suppléance et donc ce fameux reflux de la veine ovarique gauche qui est spontané, permanent, non modulé par la respiration. Et en partant de ces critères directs et indirects, je vous propose un algorithme décisionnel. Donc, lors de votre bilan veineux, vous avez mis en évidence un reflux de la veine ovarique gauche. En théorie, si ce reflux n'est pas permanent et non modulé par la respiration, on pourrait ne pas rechercher la compression. En pratique, j'examine toujours l'espace aorto-mésentérique, au moins comme exercice pour mon expérience personnelle. Les concertistes font bien des gammes E. Dans la majorité des cas, la veine rénale gauche passe dans l'espace aorto-mésentérique. Et pour qu'il y ait compression, il faut que cet espace soit petit. Et nous allons donc rechercher nos critères anatomiques directs. La pince artérielle peut se caractériser par deux mesures, l'espace lui-même et l'angle aorto-mésentérique. Et il faudra bien sûr vérifier si ces critères, lorsqu'ils sont pathologiques, sont modifiés ou pas en changeant de position. Ces différentes diapos pour illustrer les anatomies possibles de cet espace aorto-mésentérique. Il est parfois très large. À l'évidence, une compression de la veine rénale n'est pas possible sur les trois diapos du haut. L'espace en bas à gauche est plus étroit, mais a priori largement suffisant. Dans les deux derniers cas, l'espace est quasi virtuel et la compression, en tout cas en décubitus, est possible. Et en coupe transversale, vous visualisez non seulement l'espace aorto-mésentérique, mais aussi son contenu, à savoir la veine rénale gauche, et vous évaluez visuellement, immédiatement, les situations de possible compression. La diapo du haut à gauche, on retrouve donc l'aorte,
en passant l'artère rénale droite, l'artère mésentérique et la veine rénale gauche qui passe dans cet espace. Le calibre de la veine rénale est manifestement conservé, il est normal, pas de compression. C'est pareil au niveau de la diapo au-dessous. Il existe une petite réduction au niveau de la pince, mais il est largement suffisant. Par contre, au niveau de ces deux diapos, le diamètre de la veine rénale est nettement diminué, et encore plus ici. Et c'est dans ces cas-là, il va falloir rechercher d'autres critères, des critères hémodynamiques et des critères indirects surtout, qui iront dans le sens d'une compression ou pas. Jusqu'à maintenant, je ne vous montre que des critères qualitatifs, mais certains auteurs ont proposé des critères quantitatifs. Il s'agit de travaux anciens, des petites séries. Ils ont malgré tout le mérite de donner un ordre de grandeur, mais pas plus. Pour un des auteurs, un angle aorto-mésentérique inférieur à 30 degrés est pathologique. Mais cet angle que l'on voit sur la diapo du bas à gauche est très fréquent dans la pratique quotidienne. Pour l'autre auteur, la pince aorto-mésentérique est significative si l'espace est inférieur à 5 mm. Mais là encore, cette mesure paraît très large parce que dans ma pratique, il n'y a quasiment pas de compression avec un espace supérieur à 3 mm. Mais s'il y a un seul message à retenir de ce topo, c'est le caractère positionnel de cette compression. Sur cette image, on reconnaît donc l'aorte, les artères rénales, l'artère mésentérique, la veine porte au-dessus et l'espace aorto-mésentérique dans lequel passe la veine rénale gauche. Et on voit qu'il y a une réduction de diamètre de la veine rénale gauche au niveau de la pince en décubitus. Cette réduction de diamètre est déjà moins nette en position demi-assise et le calibre devient tout à fait normal en position assise complète. Autre exemple d'une veine rénale gauche d'aspect laminé au niveau de la pince aorto-mésentérique. La veine rénale gauche est quasi millimétrique ici. Comme l'exemple précédent, le calibre s'élargit en position demi-assise et redevient normal en position assise. Ceci dit, compte tenu de l'espace aorto-mésentérique, la compression permanente était peu probable. Si on reprend notre algorithme décisionnel, vous aviez un reflux de la veine ovarique gauche et vous avez cherché des critères directs anatomiques de compression de la veine rénale. Soit ces critères sont absents et vous vous arrêtez là, soit ils sont présents et vous recherchez les critères suivants. Et les critères suivants sont les critères directs hémodynamiques, à savoir l'accélération des flux au niveau de la pince avec plus ou moins d'aliasine, plus ou moins de turbulence, et les rapports de vitesse pour tenter de quantifier tout cela. Pour illustrer ces critères directs hémodynamiques, sur la diapo du haut, on voit au niveau de la pince un aliasine au niveau de la veine rénale, qui est un critère immédiatement repérable et qui nous indique une accélération de vitesse. Cette accélération de vitesse peut être quantifiée sur la diapo en dessous grâce au Doppler pulsé, sans oublier la correction d'angle bien sûr. Et dans ce cas, de mémoire, la vitesse était supérieure à 150 cm/s, ce qui est quand même très rapide pour une veine rénale gauche. Et la diapo du bas, on devine la veine rénale gauche dans la pince aorto-mésentérique, mais aucun flux n'est visualisé, même en baissant les PRF et les filtres, ce qui traduit une occlusion de la veine rénale ou une compression complète en décubitus. Et là encore, des auteurs ont proposé des critères quantitatifs, avec les mêmes limites méthodologiques d'ailleurs. Cette étude a 30 ans environ, l'auteur a proposé un rapport de vitesse dans la veine rénale gauche, mesuré au niveau de la pince et en amont, et conclut que si ce rapport est supérieur à 5, la compression est avérée avec une très bonne sensibilité et spécificité. En pratique quotidienne, il est rare de mesurer un tel rapport de 5 et je suis un peu surpris par la sensibilité annoncée.
Nous en sommes là de notre algorithme décisionnel. Soit il n'y a pas de critères directs hémodynamiques et on s'arrête là, soit au contraire il existe de tels critères et il faudra alors rechercher des critères indirects, qu'ils soient anatomiques ou hémodynamiques. Et ces critères indirects sont ceux qui sont indiqués, à savoir le rapport des diamètres, la modification du flux rénal, la visualisation des voies de suppléance, et nous y voilà le reflux de la veine ovarique gauche permanent, non modulé par la respiration. Premier critère indirect, il est anatomique, et c'est le rapport des diamètres de la veine rénale gauche au niveau et en amont de la pince. Sur ces deux diapos, au niveau de la pince, la veine rénale gauche est laminée. Cette réduction importante de diamètre est un critère direct anatomique. Par contre, la dilatation de la veine rénale gauche en amont est une conséquence de cette compression et donc bien un critère indirect anatomique. Et cette différence de diamètre est déjà nette sur l'image du haut, mais elle est majeure sur l'image du bas. Et pour l'approche quantitative, nous retrouvons notre auteur, le docteur Kim, qui propose un rapport encore, non plus des vitesses, mais des diamètres de la veine rénale gauche au niveau de la pince et en amont. Et là encore, si ce rapport est supérieur à 5, la compression dans cette étude de la veine rénale gauche est significative. Même remarque pour le rapport de vitesse, la valeur de 5 est peu fréquente en pratique pour le rapport de diamètre et la sensibilité de 69% me semble plutôt cohérente. Et cerise sur le gâteau, si on fait la moyenne des deux rapports, donc de rapport de vitesse et rapport de diamètre, on obtient une spécificité parfaite et une très très bonne sensibilité. Ici un exemple de rapport de diamètre significatif car supérieur à 5, et il est vrai que visuellement cette compression semble très significative. Deuxième critère indirect qui est hémodynamique, et c'est la modification du flux veineux rénal. Les vitesses sont ralenties et la modification respiratoire est diminuée ou absente, ce qui est bien visible si on compare avec le flux de la veine rénale contralatérale. Mais cela reste une approche qualitative. Troisième critère indirect, il s'agit de la visualisation des suppléances. Ce critère est très important, constant en phlébographie, et je pense en effet qu'il n'y a pas de compression, quelle que soit la localisation, sans voie de suppléance. Mais en écho-Doppler, la visualisation de cette suppléance est très inconstante. Sur la diapo de gauche, on visualise bien la compression de la veine rénale entre l'aorte et l'artère mésentérique, mais on est aussi frappé par la visualisation de ce vaisseau latéro-aortique gauche, et lorsqu'on met de la couleur dedans, on enregistre un flux veineux rapide avec de l'aliasine, et la même chose d'ailleurs au niveau de la veine ovarique gauche. Et au Doppler pulsé, ce flux est en effet rapide, supérieur à 1 mètre seconde, peu modulé par la respiration. Alors, quelle est cette veine mystérieuse? Eh bien, probablement une veine lombale suppléante, faisant partie donc du cercle réno-azygolombaire et qui participe au drainage veineux rénal. Et pour finir, le quatrième critère indirect de cet algorithme, le plus important à mon sens dans ce contexte de varicose pelvienne, et c'est le reflux de la veine ovarique gauche, spontané, permanent et surtout non modulé par la respiration. Et dans ce cas, ce type de reflux est enregistré sur tout le trajet de la veine, au niveau du psoas, mais également au niveau de sa partie terminale, de l'abouchement de la veine ovarique gauche dans la veine rénale gauche. C'est pour moi le critère le plus important car c'est celui qui démontre le rôle de la compression dans la genèse de la varicose pelvienne, et nous sommes dans le cas d'une pathologie obstructive.
Et pour reprendre une diapo antérieure, on visualise une très jolie compression de la veine rénale et un très joli, sur la diapo de droite, reflux de suppléance au niveau de la veine rénale gauche. Et on comprend alors que la voie de drainage principale du rein est cette veine ovarique gauche. Le corollaire est que si on embolise cette veine sans lever la compression, il y a un fort risque de souffrance rénale qui va de l'hématurie à l'insuffisance rénale aiguë. Et nous arrivons à la fin de notre algorithme. Si il n'y a pas de critères indirects anatomiques et hémodynamiques, il s'agit a priori d'un reflux de la veine ovarique gauche associé à une compression non significative de la veine rénale sans relation de causalité. A l'inverse, si ces critères indirects anatomiques et hémodynamiques sont présents, il existe une forte suspicion de compression significative et dans ce cas, il faut confirmer par une imagerie de coupe. La meilleure dans ce cas est probablement l'angioscanner. Alors je vous ai beaucoup parlé de la pince aorto-mésentérique car la forme antérieure de la veine rénale gauche est de loin la plus fréquente. Mais nous avons vu dans les épisodes précédents qu'il existait des veines rénales gauches rétro-aortiques et dans ce cas, la pince est aorto-vertébrale. Il existe aussi d'ailleurs des formes antérieures et postérieures que nous appelons veine rénale gauche circum-aortique. Et la veine rétro-aortique, on est souvent interpellé lorsqu'on fait le bilan parce que au niveau de la pince aorto-mésentérique, on ne retrouve pas de veine rénale. Il faut donc aller chercher derrière l'aorte pour retrouver cette veine rénale qui rejoint la veine cave en passant entre l'aorte et la vertèbre. Et dans ce cas de veine rétro-aortique, la démarche diagnostique et les critères qualitatifs de l'algorithme décisionnel restent valables. Ces deux diapos montrent d'ailleurs qu'une compression toute relative en décubitus se lève également en position assise. Par contre, je ne connais pas de critères quantitatifs pour cette veine rétro-aortique, mais il est vrai que je ne les ai pas beaucoup cherchés non plus. Donc, en conclusion de ce long épisode, et je vous prie de m'en excuser, je vous propose quelques messages. Quand vous recherchez la veine ovarique gauche, le meilleur rapport anatomique est le muscle psoas. La grande majorité des compressions de la veine rénale gauche est positionnelle. Et dernier message, toujours évoquer une suppléance devant un reflux de la veine ovarique gauche non modulé par la respiration. Car si ces compressions rénales non positionnelles serrées sont rares, elles existent quand même. D'où l'intérêt de les rechercher pour éviter les ennuis post-embolisation. Et j'espère humblement que cet algorithme vous aidera dans cette démarche. Ainsi se termine ce 6e épisode. Merci de votre attention et à tout de suite pour la partie live. Le professeur et l'LMI ayant eu un contretemps, nous n'aurons donc pas notre partie questions-réponses habituelle. Nous vous proposons cependant d'envoyer vos questions que vous avez pu déposer dans la partie Q&A au docteur Lemal. Et pour la restitution donc, de ces réponses, nous allons vous les transmettre, très certainement bien sûr, en utilisant le canal de vos adresses email. Professeur El-Alami, having had a setback, we will not have, our usual question and answer part. We propose to send your question that you could have put in the Q&A part to Dr. Lemal, and for the return of the answers, we will send them to you, certainly by your email address. Donc, c'est toujours un grand plaisir, évidemment, que je remercie les deux orateurs à la fin de chaque épisode. Donc, cette fois-ci, merci Philippe pour ce 6e épisode.
Le prochain aura lieu le jeudi 18 septembre. Donc d'ici là, eh bien, je vous souhaite à tous un très bel été. It's always with a very big thanks to both of you that I conclude each episode. So this one, thank you to Dr. Lemal. The next one will take place on Thursday, September the 18th. Until then, I wish you, to all of you, a very beautiful summer. Bye-bye.